Je voyais toujours la Chine comme une superpuissance mondiale, une force économique redoutable, une menace pour la domination américaine. Mais ce que j'allais découvrir allait tout remettre en question. Aujourd'hui, la population chinoise est d'environ 1,4 milliard d'habitants. Impressionnant, non? Pourtant, elle pourrait diminuer de près de moitié d'ici la fin du siècle. Et maintenant, tenez-vous bien. Parmi les migrants qui arrivent en masse à la frontière sud des États-Unis, quel est le groupe qui connaît la plus forte croissance? Les migrants chinois. Oui, vous avez bien entendu, les Chinois. Plus je creusais sur la Chine, plus je découvrais un pays totalement différent de celui que l'on décrit habituellement. Alors, la vraie question est, s'agit-il vraiment de la prochaine grande superpuissance, comme on le prétend, ou bien d'une nation au bord de l'effondrement total? Certains experts vont jusqu'à prédire la fin de la Chine en tant qu'entité politique d'ici 1 ou 2 décennies, et en tant que puissance économique dans moins de 10 ans. Pourtant, d'autres estiment que l'économie chinoise pourrait bientôt être 2, voire 3 fois plus grande que celle des États-Unis. Imaginez, vous êtes le plus gros joueur du quartier depuis toujours, et soudain, un nouveau débarque, 2 fois plus grand que vous. Et comme on le sait, l'économie est souvent le déclencheur des conflits. Mais voilà le paradoxe. La Chine a déjà dépassé son apogée. Sa croissance va ralentir, et rapidement. Ce qui terrifie encore plus, c'est son dirigeant, Xi Jinping. Il élimine ses opposants, sans état d'âme. Et pourtant, il a aussi de grandes ambitions. Produire en masse des humanoïdes d'ici 2025, dépasser l'Occident sur le plan technologique et ramener la Chine au centre du monde, là où elle pense qu'elle appartient. Mais est-ce vraiment une bonne idée de parier sur le peuple chinois? Parce que, à entendre certains, la Chine est en train de disparaître et cette disparition pourrait bien arriver dès cette décennie. Pour répondre à cette question, il faut faire un détour par le Japon. Oui, le Japon. Dans les années 1980, le Japon ressemblait beaucoup à ce que la Chine est aujourd'hui. À l'époque, c'était la deuxième plus grande économie mondiale. Ils étaient à la pointe de l'innovation technologique. Tokyo était un centre financier majeur, l'immobilier était en plein essor, et tout le monde se sentait riche. Mais ce que les Japonais ne savaient pas, c'est qu'ils étaient à l'aube d'une ère de déflation paralysante et d'un effondrement économique brutal. Un effondrement qui allait durer des décennies. Une période sombre que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de la décennie perdue du Japon. L'effondrement économique japonais a été l'un des pires que le monde ait jamais connu. Et même aujourd'hui, le Japon n'a jamais totalement récupéré de ce choc. La Chine montre aujourd'hui toutes les caractéristiques qu'avait le Japon avant son effondrement. Regardez bien, ils viennent d'entrer en déflation, leur marché immobilier tient à peine debout et leur population, conséquence de la politique de l'enfant unique, n'est plus vraiment dans sa jeunesse. On commence à comprendre pourquoi Ray Dalio a mis en garde la Chine. Si vous ne jouez pas vos cartes correctement, la prochaine décennie perdue sera la vôtre. La Chine traverse une période extrêmement compliquée. Les enjeux géopolitiques sont cruciaux, tout comme les questions de capitaux. Dalio a même écrit sur LinkedIn que selon le président Xi, une tempête du siècle se profile à l'horizon. Et cette analyse semble juste. Mais alors pourquoi certains économistes affirment-ils qu'il ne faut pas s'inquiéter d'un crash chinois, mais plutôt d'autre chose? D'après eux, la Chine est en passe de devenir la plus grande superpuissance mondiale d'ici 2033. Son économie reste très solide et elle domine dans l'art de fabriquer des produits plus performants, plus vite et moins chers. Posez-vous la question, combien de personnes intelligentes et travailleuses y a-t-il en Chine? Bien plus qu'ailleurs, sans aucun doute. Vous voyez, les Chinois sont loin d'être stupides. En 2013, le Parti communiste chinois a lancé un plan ambitieux pour dominer le commerce mondial. Ce plan inclut une série de projets titanesques, une ligne ferroviaire reliant la Chine à Londres, un gazoduc depuis la mer Caspienne jusqu'au Xinjiang, des réseaux de trains à grande vitesse en Asie du Sud-Est et des ports maritimes éparpillés le long de la route de la soie, construits et détenus par la Chine. Si vous connaissez un peu l'histoire, vous avez sans doute entendu parler de la Chine et de l'ancienne route de la soie qui leur a permis d'exporter de la soie et de bâtir l'une des plus grandes dynasties de l'histoire. Mais imaginez si la Chine cherchait à restaurer cette route légendaire, à lui redonner sa gloire d'antan. Ce n'est pas un délire complotiste, c'est exactement ce que la Chine est en train de faire. Et quand on voit ce qu'ils sont capables de construire, il devient clair que ce n'est pas un rêve impossible. Prenez par exemple leurs investissements massifs dans la robotique. La Chine est désormais le plus grand producteur mondial de robots industriels.
Cela inclut des humanoïdes conçus pour aider à prendre soin de leur population vieillissante, un robot capable de préparer du café tout en interagissant avec les gens, et même un robot-chien qui peut aboyer, donner la patte, taper des pieds de façon comique et même jouer de la musique. Les capacités d'ingénierie et de fabrication chinoise sont tout simplement bluffantes. Un autre exemple, cette ville en Chine appelée Tianducheng. Si vous ne saviez pas où vous êtes, vous pourriez croire que vous êtes à Paris. Il y a une réplique de la Tour Eiffel, des ornements à la française, des bâtiments de style parisien. Sauf que vous êtes à 14 000 km de la France. Ils ont simplement apprécié le design de la capitale française et, comme si de rien n'était, l'ont copié-collé chez eux, sur la côte est de la Chine. Et ce n'est pas un cas isolé. Si vous regardez Tianjin, vous pourriez penser être en plein cœur de Manhattan. Il y a les tours jumelles, le Rockefeller Center et même une rivière qui ressemble au Hudson. Mais encore une fois, ce n'est pas les États-Unis. C'est la Chine. Quand la Chine veut construire quelque chose, elle le fait, et à une vitesse impressionnante. Mais il y a quelque chose d'unique à propos de ces deux villes dont on vient de parler. En creusant un peu, on découvre un détail surprenant. Ce sont des villes fantômes construites pour accueillir des millions de personnes. Sauf que les gens ne sont jamais venus. Une fabrication brillante, un design impressionnant, une architecture de haut niveau. Mais il manque l'ingrédient le plus important pour faire vivre une ville, ses habitants. Et ce n'est pas juste le cas de ces deux villes. Des études ont identifié une cinquantaine de ces villes fantômes en Chine, avec près de 50 millions de logements vacants. Rien que d'y penser, c'est étrange. Ces villes sont difficiles à décrire autrement que comme des lieux bizarres, des métropoles pensées pour des milliers d'habitants, totalement désertes. C'est presque comme un cauchemar dystopique. Vous vous réveillez et tout le monde a disparu. Vous êtes seul, entouré de bâtiments vides comme des coquilles abandonnées. Cela dit, les médias ont légèrement exagéré à quel point certaines de ces villes sont fantômes. Certaines ont bel et bien des habitants, mais loin d'atteindre les niveaux typiques d'une vraie ville. Alors, comment la Chine a-t-elle pu se tromper à ce point? Consacrer des milliards et des ressources pour construire des villes qui, aussi impressionnantes qu'enfessantes soient-elles, sont en réalité presque inutiles. Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre comment le système chinois est structuré. La Chine fonctionne très différemment du monde occidental. Là-bas, ce n'est ni le pouvoir du peuple, ni celui du marché libre qui décide où l'argent circule. Le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul parti, le Parti communiste chinois, et surtout d'un seul homme, Xi Jinping. Récemment, un événement inédit s'est produit. Xi Jinping a été nommé pour un 3e mandat consécutif en tant que président, un fait historique. Cela fait de lui le leader chinois le plus puissant depuis Mao Zedong. Lors des dernières sessions du congrès du parti, une scène troublante s'est déroulée. 2 assistants ont escorté l'ancien président Hu Jintao hors de la salle, sous les yeux des dignitaires. Était-il malade ou s'agissait-il d'une purge politique? Si certains espéraient un équilibre des pouvoirs, Xi avait manifestement d'autres plans. Les milliardaires chinois qui pensaient avoir une certaine influence ont vite compris qu'il n'était pas intouchable. En octobre 2020, l'un des hommes les plus riches de Chine, Jack Ma, s'est permis de critiquer ouvertement le gouvernement, qualifiant leur gestion d'avoir une mentalité de prêteur sur gage. 1 mois plus tard, Jack Ma disparaît mystérieusement de la scène publique. Peu après, un événement inattendu frappe son entreprise. Le géant chinois de la fintech Ant Group était sur le point de battre des records pour son introduction en bourse, mais dans un retournement de situation spectaculaire, les régulateurs chinois ont brutalement annulé l'IPO. L'IPO d'Ant Group est annulé et Jack Ma disparaît de Chine pendant plusieurs années. Lorsqu'il revient, ce n'est plus en tant qu'homme d'affaires, mais en tant que simple professeur. Le communisme semblait tuer la poule aux œufs d'or et les riches et puissants ont été rappelés à l'ordre. Mais ce n'est pas seulement l'élite qui a été visée. Tout citoyen lambda qui osait faire quelque chose d'inacceptable aux yeux du Parti communiste se retrouvait lui aussi remis à sa place. En Chine, si une caméra de surveillance vous surprend en train de traverser hors des passages piétons, elle peut vous condamner sur le champ. Pas besoin de tribunal ni d'intermédiaire. L'amende est directement prélevée sur votre compte bancaire. Et ce n'est pas tout. Votre photo est ensuite affichée dans votre quartier pour montrer à tout le monde que vous avez enfreint la loi. Comme si cela ne suffisait pas, votre score de crédit social est également réduit. Et si ce score tombe en dessous d'un certain seuil, vous ne pouvez plus acheter une boisson dans un distributeur, jouer à des jeux vidéo, prendre le train
ou même sortir de votre ville de 15 minutes. Tout cela est déjà en place en Chine. Alors, pensez-vous que ce système soit utile ou nuisible? Je serais ravi de vous lire en commentaire quand on voit tout ce qui se passe. Il n'est pas surprenant que tant de Chinois fuient vers les États-Unis. Mais si vous pensiez que c'était là le plus grand problème de la Chine, détrompez-vous. Parce que grâce à des politiques complètement insensées, héritées du communisme, la Chine pourrait bien être au bord d'un bouleversement d'une ampleur jamais vue auparavant. Les dirigeants chinois tentent désespérément de trouver des solutions pour lutter contre ce que de nombreux économistes décrivent comme une bombe à retardement démographique. La Chine est sur le point de connaître un effondrement démographique d'une ampleur biblique, quelque chose que l'humanité n'a jamais vu auparavant. Le problème de la population représente un défi colossal. Oui, 1,4 milliard d'habitants, c'est énorme, mais dans les 20 prochaines années, cette réalité pourrait devenir un cauchemar pour la Chine. La vitesse à laquelle la population va diminuer s'apprête à s'accélérer et avec elle, l'effondrement économique et social pourrait suivre. Un effondrement qui s'accélère, un effondrement qui semble inévitable. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter 40 ans en arrière. Dans les années 1980, la Chine était inquiète, très inquiète. À l'époque, le Parti communiste chinois redoutait une croissance démographique hors de contrôle. Leur principale crainte, que les ressources du pays soient rapidement épuisées avec une population trop nombreuse. Alors que le pays se modernisait, Mao Zedong pensait que le taux de natalité ne baissait pas assez vite. Il craignait que la jeune génération ne dévore littéralement la Chine. Mais ce problème semblait facile à résoudre. La Chine n'était pas une démocratie. Elle avait le communisme. Et avec le communisme, le PCC disposait d'un pouvoir absolu. Résultat, le contrôle de la population allait être réglé sans difficulté, du moins en théorie. Dans les années 1980, le PCC a mis en place une nouvelle politique. La politique de l'enfant unique. Les couples n'étaient autorisés à avoir qu'un seul enfant, une règle appliquée de manière particulièrement brutale. Dès les années 1980, les opérations de contrôle des naissances, comme les stérilisations forcées, les avortements et les poses de stérilets ont explosé. En 1983, la Chine a stérilisé près de 20 millions de personnes et pratiqué près de 15 millions d'avortements. Cruel, certes, mais efficace. Le taux de croissance de la population a commencé à diminuer. Le problème, cela a trop bien fonctionné. 40 ans plus tard, la Chine affiche un taux de fécondité de 1,15 enfants par femme. Or, pour maintenir une population stable, ce chiffre devrait être de 2,1. Cette situation a conduit à ce que l'on appelle le tristement célèbre croisement de la mort, le moment où les décès surpassent les naissances. Depuis ce croisement, les choses n'ont fait qu'empirer, de moins en moins de naissances et de plus en plus de décès. C'est triste, mais la Chine pourrait bien apprendre à ses dépens qu'en imposant des politiques extrêmes, on obtient des conséquences tout aussi extrêmes. Avec la politique de l'enfant unique, un problème tragique a émergé. Les Chinois ont commencé à privilégier un genre par rapport à l'autre. Les parents faisaient tout leur possible pour s'assurer que leur enfant soit un garçon. Pourquoi? Parce que dans la culture chinoise, les hommes sont considérés comme les principaux soutiens de famille et ceux qui prennent soin de leurs parents en vieillissant. En revanche, les filles se marient généralement dans une autre famille, ce qui les rend moins utiles aux yeux de certains. Cette préférence a laissé la démographie chinoise complètement déséquilibrée. Aujourd'hui, il y a énormément d'hommes pour très peu de femmes. À cause de cette politique, de nombreuses filles ont été avortées pour privilégier les garçons. Résultat, une génération d'hommes, particulièrement dans les zones rurales, n'a pratiquement aucune chance de trouver une épouse. On estime que plus de 30 millions d'hommes dans les campagnes ne peuvent pas se marier, faute de femmes disponibles. À cela s'ajoute un autre problème. Avec les progrès de la médecine, les personnes âgées vivent plus longtemps, mais il y a de moins en moins de jeunes pour s'occuper d'elles. Cela signifie que la population chinoise ne se contente pas de s'effondrer, elle s'effondre de manière particulièrement déséquilibrée, avec trop peu de jeunes, beaucoup de personnes âgées et un grave manque de femmes. Cela laisse le président Xi face à un dilemme. Comment réparer tout cela? La réponse pourrait pourtant être très simple, revenir au système qui a sorti le peuple chinois de la pauvreté et transformer le pays en une superpuissance. Et peut-être, juste peut-être, éviter de retomber dans un système qui, sous Mao, a coûté la vie à 90 millions de personnes. Si ces problèmes ne sont pas résolus rapidement, l'attraction principale de la Chine pourrait bien passer de la Grande Muraille
à ce qu'on pourrait appeler la grande chute de la Chine.